OK, bonjour. Je vois que les discussions sont animées. On est content de ça. J'espère que vous avez passé une bonne heure de dîner et que vous avez rêvé d'universalisme. Alors, bienvenue de retour parmi nous, incluant ceux qui sont à la maison sur les internets. On vous salue. Cet après-midi, on a 3 belles interventions. On va commencer dès maintenant avec Charles Leblanc, qui est en Italie. Je vais décrire sa petite biographie et ensuite lui laisser la parole. Donc, son intervention s'appelle « Racialisme, multiculturalisme, laïcité, un procès de Kafka ». Professeur titulaire à l'Université d'Ottawa, Charles Leblanc a contribué à l'ouvrage « Identité, race, liberté d'expression » paru en 2022 sous la direction de Normand Baillargeon et Rachad Antonius. Il a aussi écrit un essai philosophique sur la traduction aux éditions Le Complexe d'Hermès, qui lui vaut le prix Victor Barbeau de l'essai en 2010 de l'Académie des lettres du Québec, et pour lequel il fut aussi finaliste au prix littéraire du gouverneur général du Canada. En 2014, il a publié un recueil de nouvelles, Catin Basile, qui lui vaut le prix littéraire Le Droit en 2015. Alors, je vous invite à accueillir chaleureusement pour qu'il puisse nous entendre avec des applaudissements. D'ailleurs, oui, merci. Merci beaucoup pour la musique. Vivaldi était de l'époque des Lumières. Il est là, le clin d'œil. Alors, Charles Leblanc, je vous laisse la parole. Et donc vous avez 45 minutes. Et à 40 minutes, je vais faire... il reste 5 minutes. Je vais faire ça au micro. Donc, la parole est à vous. Merci d'être parmi nous. Fagil, je vous remercie. Alors, bonjour mesdames, bonjour mademoiselles, bonjour messieurs. Donc, je remercie la Cure de son invitation. Je regrette de n'être présent que de façon virtuelle, mais c'était un engagement que j'avais ici depuis longtemps que je me devais d'honorer. Donc, l'entretien pour débuter à 13h, racialisme, multiculturalisme, laïcité, un procès de Kafka, entend en quelque sorte contextualiser la question du racialisme, le multiculturalisme, la question de la laïcité. Bref, on a du pain sur la planche et on débute. Vous savez, dans l'un des grands textes du XXe siècle, le procès de Kafka, chaque tentative pour se défendre qu'entreprend Joseph K., qui est le personnage principal, on hésite à l'appeler un héros, ne fait jamais que le renforcer son accusation, comme si le simple fait de parler l'enfonçait davantage dans l'absurde mécanique judiciaire qui l'écrase. Ainsi, lorsque Joseph K. clame son innocence, eh bien, on lui reproche son agitation suspecte. Quand il demande des explications, on l'accuse d'entraver la procédure. Si l'aventure, il garde silence, alors on voit l'aveu implicite de sa culpabilité. Donc, pris dans un labyrinthe bureaucratique où la logique elle-même semble pervertie, Joseph K. se débat en vain, transformé en coupable par le seul fait d'exister dans un système qui ne cherche pas la vérité, mais bien plutôt son écrasement. Dans un ouvrage bien connu, White Fragility, Robin DiAngelo transpose, oserais-je dire, dans la réalité contemporaine, ce piège kafkaïen et, pis encore, trouve de petits connies pour le poser à tous les nouveaux de l'édifice social et universitaire. Chez DiAngelo, l'individu blanc est sommé de reconnaître sa participation au racisme systémique et toute réaction à cette injonction est immédiatement retournée contre lui. S'il nie, il prouve sa fragilité et sa défense même devient une manifestation du problème. S'il accepte, alors son aveu confirme l'ampleur du mal et exige une culpabilité sans possibilité de rédemption. La technique, vous l'aurez compris, est usée. Il s'agit du sophisme et de la double contrainte appliquée ici aux dynamiques sociales et raciales. En gros, il tue père
efface, je garde. Ainsi, le débat n'est plus une recherche de vérité ou même encore de justice, mais un dispositif qui produit inévitablement la culpabilité de l'accusé. Il importe de se venger et cette vengeance est présentée comme de l'équité. C'est la vengeance réparatrice, en somme. Vous voyez, ce tour de force rhétorique transforme ainsi un cadre critique, par ailleurs légitime, en un tribunal permanent où l'accusé est à la fois témoin, avocat de la défense et condamné. À l'instar de la justice opaque du roman de Kafka, où la procédure est incompréhensible, l'accusation de racisme s'inscrit dans un système insaisissable que l'individu blanc alimente nécessairement, et ce malgré lui. Toute tentative d'échapper à cette logique est immédiatement intégrée comme une preuve supplémentaire de son implication. La question n'est donc plus de savoir si l'individu est raciste, mais plutôt comment il l'est, de sorte qu'aucune issue n'est envisageable en dehors de l'acceptation d'une faute inexpiable par essence. Voilà, ce me semble, la logique, entre guillemets, qui se trouve au cœur du racialisme. Voilà le procès de Kafka auquel nous sommes tous sommés. Ainsi, ce qui relevait autrefois de la folie bureaucratique, de la dystopie d'un roman, figurez-vous que cela devient aujourd'hui un cadre intellectuel structurant notre manière de penser la race. La logique circulaire du procès ne se finit plus à une critique de l'arbitraire judiciaire, mais se transpose dans un champ où l'individu n'a plus d'existence en dehors de sa place assignée dans une mécanique d'oppression. Chacun étant renvoyé à son champ identitaire, la race, l'ethnie, la religion. Le pouvoir de l'accusation ne réside plus dans des preuves matérielles, mais bien dans l'interprétation, dirais-je, systématique de toute réaction comme une confirmation de ce diagnostic initial, le racisme. C'est ainsi que la fiction kafkaïenne, conçue comme un cauchemar absurde, trouve un écho troublant dans le réel, notre réel. Le procès intenté à l'homme blanc dans le sophisme de White Fragility s'inscrit lui-même au cœur d'un phénomène que le philosophe Max Scheler nomme ressentiment. Il s'agit, le ressentiment, d'un état psychologique de l'individu incapable d'agir directement contre ce qui le frustre, transforme cette impuissance en une inversion des valeurs. Le ressentiment naît d'un sentiment d'injustice qui, au lieu d'être dépassé par l'action, se fige en quelque sorte dans un besoin de punition et de renversement des rôles. De la sorte, plutôt que de chercher une transformation équitable des rapports sociaux, il s'agit alors d'imposer une faute inextinguible à un groupe afin d'établir une supériorité morale qui est essentiellement compensatoire. Un premier exemple de ressentiment se trouve dans la figure de l'individu faible, qui, au lieu d'accepter sa condition et de tenter d'y remédier, élève son impuissance en vertu. C'est ce que Nietzsche voyait dans la morale chrétienne qui faisait ressortir du ressentiment. Incapable d'exercer la puissance, le faible transforme sa faiblesse en justice et son impuissance en preuve de supériorité morale. Chez Robin DiAngelo, la structure est tout à fait semblable, le génie philosophique en moins. L'homme blanc est figé dans une position où, par essence, il est coupable, tandis que ceux qui le dénoncent acquièrent une posture morale irréprochable. L'aveu du coupable ne mène toutefois à aucune rédemption, seulement à une confirmation de son indignité, validant ici le statut de victime vertueuse de tous ceux qui l'accusent.
Max Scheler, dans L'homme du ressentiment, qui est l'ouvrage sur lequel il traite de la question du ressentiment, non? Il illustre bien ce phénomène par l'exemple de l'envieux. C'est une figure qu'il examine qui, plutôt que d'accepter l'existence de valeurs supérieures qu'il ne peut atteindre, cherche au contraire à les abaisser. L'individu envieux, nous dit Scheler, ne se contente pas de convoiter le bien d'autrui. Non, il veut le voir disparaître pour ne plus souffrir de la comparaison. Appliqué à la question raciale contemporaine, cela signifie que la lutte contre les injustices historiques ne se fonde plus sur un projet de justice universelle, mais bien plutôt sur une inversion où la faute est perpétuellement assignée à un groupe sans possibilité d'échappatoire. Le procès kafkaïen devient ainsi le bras séculier d'un ressentiment qui, bien loin de conduire à la réconciliation, alimente plutôt une mécanique implacable où la culpabilité n'est plus un fait à démontrer, mais forme, pour ainsi dire, une essence inévitable. C'est dans ce procès de Kafka que s'insèrent les programmes EDI, les programmes d'équité, de diversité et d'inclusion que l'on retrouve un peu partout, que l'on retrouve par exemple dans mon université, qui sont sans cesse mis de l'avant. Bien loin d'instaurer, je crois, une justice sociale universelle, ces programmes s'inscrivent plutôt dans la logique du ressentiment que je viens de décrire, où il ne s'agit pas d'assurer l'égalité des droits, mais plutôt d'opérer un renversement des rôles. Donc, plutôt que de corriger des injustices passées par des principes universels qui seraient applicables à tous, ces programmes adoptent plutôt une approche compensatoire, où l'homme blanc devient l'héritier d'une faute collective qui me disqualifie d'emblée. Donc, loin de viser une société où la race ne serait plus un facteur déterminant, l'EDI consacre au contraire le principe de la racialisation des rapports sociaux en imposant un cadre où l'identité prime sur les compétences et l'injustice passée devient le fondement d'une nouvelle hiérarchie morale et institutionnelle. Cet aspect est bien connu et a été largement documenté, que ce soit dans le livre que nous évoquions tout à l'heure ou dans l'autre ouvrage, « Liberté malmenée », publié à peu près au même moment. Ces épigones versent jusque dans la constitution du savoir, où il n'y aurait plus un savoir universel et valide pour tous, mais plutôt des épistémologies régionales, raciales, tribales, dont la dignité en tant que savoir tient lieu et place de vérité scientifique. Alors, c'est ainsi qu'on voit arriver à l'université des savoirs traditionnels autochtones sur la nature du cosmos, à côté de la physique quantique et de l'astrophysique, ou bien encore des mathématiques noires face aux mathématiques traditionnelles, etc. Donc, vous voyez, toute contestation de ces épistémologies régionales ou sectorielles au nom de l'universalisme de la raison entraîne une condamnation éthique sans droit d'appel et même en danger les carrières les carrières universitaires de chercheurs, de ceux qui tenteraient d'élever la voix. La dynamique EDI repose, vous le voyez, sur un renversement de ce que je pourrais appeler la loi du talion, au fond. Les discriminations d'hier, au lieu d'être abolies, sont simplement retournées contre ceux qui étaient auparavant les supposés bénéficiaires. Là où une justice véritable chercherait plutôt à établir des règles impartiales s'appliquant à tous, l'EDI impose pour sa part des mesures préférentielles qui perpétuent la logique du privilège, mais en changeant de camp. Max Scheler décrivait déjà ce mécanisme il y a plus de 100 ans, qui est en acte dans le ressentiment, où la vengeance se déguise en justice pour masquer une incapacité à dépasser l'injustice initiale. De même, on peut affirmer que les politiques EDI visent moins à abolir la discrimination
qu'à la réorienter. Il ne s'agit plus de faire en sorte que la couleur de peau ne soit plus un critère de sélection, mais plutôt que certaines couleurs deviennent des critères privilégiés. Vous le voyez, ce déplacement du centre de gravité morale aboutit à une société où la réconciliation est impossible, car la faute est perpétuelle et la dette ne peut être effacée. Kafkaïen, non? Ou plutôt que d'encourager le pardon et l'intégration dans un cadre commun qui serait universel, qui est notre sujet, l'homélie propose et repose sur une dialectique de la culpabilité et de la réparation, où l'équilibre ne peut être atteint que par une inversion des rapports de pouvoir. Loin d'aboutir à un idéal de justice partagée, ces programmes figent, selon moi, chacun dans une position raciale déterminée, rendant toute sortie du cycle victimaire impossible. Il ne s'agit plus de bâtir un avenir commun, l'universel, une fois encore, mais d'imposer plutôt une pénitence sans fin, non pas pour réparer, mais pour inverser la douleur. L'inversion du mal, non pour le bien, définit moralement le racialisme. Je répète, l'inversion du mal, non pour le bien, mais pour le mal, définit moralement le racialisme. Il ne s'agit pas ici de demeurer insensible aux injustices du passé ou encore de ne pas reconnaître les torts subis. Reconnaître les injustices et les inégalités raciales du passé ne signifie pas que leur réparation doivent passer par une approche racialiste, essentiellement punitive et exceptionnaliste, qui ne peut offrir de solutions pacifiques et durables dans les démocraties libérales contemporaines. Ces dernières reposent sur un principe fondamental. L'unité de mesure de la justice n'est pas l'individu empirique défini par ses caractéristiques biologiques et culturelles, mais le citoyen porteur de droits et de devoirs. Or, les politiques identitaires fondées sur la race dissolvent cette citoyenneté en la subordonnant à des appartenances ethniques ou religieuses, créant ainsi un système de justice segmenté, nécessairement conflictuel, où chacun est jugé non plus seulement sur ses actes, mais surtout peut-être sur son appartenance à un groupe préétabli. On a donné généralement le nom de wokisme à cette mouvance. Il conviendrait, je pense, de décharger ce terme de ses connotations et de parler plutôt d'exceptionnalisme identitaire et moral. Le wokisme est donc, à mon sens, un exceptionnalisme éthique. On verra aisément en outre que cette dérive est incompatible avec l'idéal des chartes des droits et des libertés qui structurent nos sociétés. Ces textes ne reconnaissent pas des droits différenciés selon l'identité raciale, mais garantissent plutôt l'égalité de tous devant la loi. Par un paradoxe singulier, les chartes, fondées sur l'universalisme et visant à le promouvoir, se retrouvent désormais à imposer dans l'espace public ainsi que dans la sphère politique et sociale des pratiques et des perspectives qui, en elles-mêmes, sont incompatibles avec l'universalisme. En substituant à l'égalité des droits une logique de compensation ethnique, l'approche racialiste introduit un principe d'exception permanente qui sape l'universalité de la justice. Ce faisant, elle transforme, je crois, les démocraties en arènes de luttes identitaires où la solidarité nationale est fragmentée et où l'aspiration à une communauté politique partagée est remplacée par un système de réparation sans fin. Cette dynamique ne conduit pas à l'apaisement, mais à l'entretien d'une mémoire blessée qui nourrit les rancœurs et divise la société. Le ressentiment est de sorte élevé au rang de politique sociale. Loin donc d'abolir les injustices, vous le voyez,
L'approche racialiste les fige, au contraire, les perpétue sous une autre forme, empêche un dépassement du passé. Une justice durable ne peut s'ancrer, oserais-je dire, dans une logique de revanche, mais doit, bien au contraire, viser la neutralité des institutions et l'intégration de tous dans un cadre commun où chacun est avant tout citoyen. Les démocraties ont démontré, je pense, leur capacité à surmonter les discriminations historiques en s'appuyant sur le droit et non pas sur la race. C'est en renforçant les principes de justice aveugle à la couleur et en affirmant la primauté de la citoyenneté sur les identités ethniques que les sociétés modernes peuvent espérer construire un avenir qui soit pacifié d'une part et véritablement égalitaire. De ce point de vue, et témoin à charge de ce procès de Kafka, il y a le multiculturalisme canadien qui renforce le problème que je viens d'évoquer. C'est étrange parce que Boucard Diouf, ce matin dans la presse, traite du même sujet. Donc, le multiculturalisme, bien qu'il se présente, vous le savez, comme étant un modèle d'inclusion, ne peut constituer un véritable outil pour bâtir un avenir pacifié, dans la mesure où il repose sur une logique qui maintient et institutionnalise les divisions ethniques plutôt que de les transcender. Au lieu d'unifier la société autour d'une citoyenneté commune, il fige les individus dans des identités culturelles distinctes, traitées comme, si vous voulez, comme des blocs homogènes, ayant des droits et des revendications spécifiques. En consacrant juridiquement ces différences, le multiculturalisme empêche l'arrivée d'un espace commun où la diversité existerait sans devenir un principe organisateur de la vie politique et sociale. Ce modèle ne réduit pas les tensions culturelles, il les exacerbe, en instaurant un cadre où chaque communauté est encouragée à préserver ses particularités, donc point de l'universalité, et surtout de ne pas s'inscrire dans un projet d'identité nationale, d'où le post-nationalisme trudeauiste. Donc, à force de segmenter la société en groupes définis par leurs origines, on alimente en fait une logique où l'appartenance ethnique ou religieuse devient le principal vecteur d'accès aux droits et aux opportunités au détriment de la méritocratie et de la cohésion sociale. Contrairement à l'universalisme républicain, qui aspire à effacer les barrières entre les citoyens, le multiculturalisme fige, quant à lui, ces barrières et en fait un élément structurant du corps politique, rendant ainsi toute assimilation culturelle non seulement difficile, mais aussi perçue comme indésirable, voire raciste. Nous sommes donc dans une logique d'enfermement. Plutôt que de créer un socle commun qui faciliterait le dialogue entre les citoyens, le multiculturalisme favorise un repli identitaire où chaque groupe tente à se percevoir comme une entité à défendre face aux autres, alimentant un climat de compétition victimaire et de revendication constante. En renonçant à l'idéal d'une société fondée sur des principes universels qui transcendent race, culture, religion, le Canada s'est enfermé dans un modèle où la paix sociale repose non sur l'intégration, mais sur un équilibre, somme toute, précaire entre des intérêts communautaires souvent divergents. Et là, on le voit au Parlement avec les députés indiens ou les députés chinois, donc des députés canadiens qui sont d'origine indienne ou qui sont d'origine chinoise, à qui va l'allégeance. Cette approche, loin d'apaiser les tensions, les périllise en institutionnalisant les différences, rendant toute véritable unité nationale de plus en plus illusoire. Dans cette suite logique, l'aveu de Justin Trudeau au New York Times en 2015, qui affirmait que le Canada était le premier État post-national et qu'il ne possédait pas d'identité fondamentale, illustre bien la rupture avec l'universalisme citoyen au profit d'un exceptionnalisme identitaire
où chacun est défini par sa race, sa religion ou son groupe ethnoculturel. En consacrant cette vision, le multiculturalisme ne cherche plus à intégrer les citoyens dans un projet national qui serait commun, mais à maintenir l'image de cette mosaïque d'identités distinctes, où l'appartenance collective n'est plus fondée sur des valeurs universelles partagées, mais sur la reconnaissance institutionnelle des différences. Ce post-nationalisme revient à nier le principe même de la nation comme cadre politique unificateur et à en faire une simple juxtaposition de communautés administrées sans véritable ciment identitaire. Or, aucun pays ne peut réellement être post-national, car la nation reste le cadre ultime de la souveraineté et de l'organisation politique. Si vous ne voulez pas la nation, vous aurez l'empire. Cette illusion du dépassement du nationalisme s'effondre face aux réalités géopolitiques, comme le montre la réaction du gouvernement canadien aux menaces de Donald Trump actuellement. Donc, face à la pression extérieure, Ottawa n'a eu d'autre choix que de réaffirmer la souveraineté, l'indépendance et l'identité nationale canadienne, prouvant donc que l'État post-national n'était qu'un concept, une idéologie déconnectée des rapports de force politiques et concrets. Lorsqu'il s'agit de défendre son existence face à un voisin hégémonique, le Canada ne peut se réfugier dans un discours multiculturaliste. Au contraire, il doit revendiquer son unité et sa cohésion comme nation. Vous voyez qu'on se trouve devant un paradoxe qui relève et révèle l'incohérence du projet post-nationaliste. Un pays qui refuse de se penser comme une nation est condamné à redécouvrir dans l'urgence qu'il doit malgré tout en être une pour survivre. Si le multiculturalisme pouvait sembler viable dans un contexte stable, il se heurte à ses propres limites dès que surgit une menace extérieure qui exige une réponse collective. La nation ne peut être réduite à un agrégat de communautés. Il y a un élément d'universalisme dans la nation. Elle repose sur une identité partagée qui va aller au-delà des appartenances particulières. Le Canada, en niant ce principe, s'est affaibli lui-même et s'est rendu vulnérable, car lorsqu'il devient nécessaire d'affirmer son existence face aux autres nations, ce n'est pas la diversité fragmentée qui le protège, mais bien plutôt l'unité d'un peuple conscient de lui-même. L'opposition constante du Québec au multiculturalisme ne découle ni d'un rejet de la différence, ni d'une insécurité identitaire propre à notre situation de minorité en Amérique du Nord. Contrairement à ce que prétendent certains critiques, le refus québécois d'adhérer pleinement au modèle multiculturel ne s'explique pas par une peur de l'autre, mais bien plutôt par une conception républicaine de la place de l'individu dans l'État. Là où le multiculturalisme enferme chaque personne dans son identité raciale, religieuse, culturelle, le modèle québécois privilégie une vision où l'individu se définit avant tout comme citoyen, c'est-à-dire comme membre d'une collectivité politique qui est régie par des droits et des devoirs communs, indépendamment de ses appartenances particulières. Le critère d'intégration étant la langue, d'où aussi la nécessité de la laïcité. Je vais en parler bientôt. Donc, vous voyez que c'est dans cette perspective, au fond, qu'il faut comprendre le refus du Québec de reconnaître le racisme comme étant un phénomène systémique. Reconnaître un tel concept du racisme systémique reviendrait à essentialiser les rapports sociaux en fonction de la race et à institutionnaliser une grille de lecture qui fragmente la société en oppresseurs et opprimés selon des critères identitaires qui sont figés. En refusant cette logique, je crois que le Québec a défendu une conception de la justice où l'égalité reposait sur des principes universels et non sur un rééquilibrage perpétuel entre des groupes définis a priori. Cette approche s'inscrit dans une tradition politique qui refuse de voir les citoyens avant tout comme des représentants de communautés, mais comme des individus autonomes devant la loi.
dans cet ensemble le multiculturalisme, dont au fond le racialisme n'est qu'un sous-ensemble, constitue le cadre général, le théâtre, le tribunal où se joue à notre époque une version contemporaine du procès de Kafka. Une objection possible à ce procès, réside dans la laïcité de l'État, qui toutefois sera une fois de plus retournée contre l'accusé, suivant le sophisme évoqué plus haut. Une vision républicaine de la citoyenneté explique l'importance accordée à la laïcité. Cette loi, la loi 21, ne vise pas à discriminer des groupes religieux, mais à préserver un espace public neutre, où l'État ne privilégie aucune identité particulière. Donc là où le multiculturalisme accorde une place institutionnelle aux symboles religieux, aux appartenances culturelles, le Québec affirme plutôt que l'intégration passe par une adhésion aux valeurs communes, plutôt que par la reconnaissance de différences spécifiques. Cette approche n'a rien d'un repli identitaire. Elle incarne au contraire une volonté de construire une société où la diversité existe, mais sans devenir un principe organisateur du politique. Il y a une nuance ici. En ce sens, le modèle québécois n'est pas une exception fragile, mais une alternative cohérente à la fragmentation identitaire du multiculturalisme, fragilité que le contexte actuel avec les États-Unis a mis en évidence de façon tout à fait éclatante. La position cohérente du Québec face au multiculturalisme ne serait pas tenable si la province n'était pas en réalité déjà une nation à part entière. Seule une nation dotée d'une conscience historique et d'une volonté politique propre peut opposer à un modèle dominant une vision alternative du vivre ensemble, fondée non sur une juxtaposition d'identité, mais sur la primauté du citoyen. Si le Québec n'était qu'une simple province parmi d'autres, il aurait depuis longtemps été contraint de se plier au multiculturalisme. Or, loin de se dissoudre dans ce modèle, il s'y oppose avec constance, avec légitimité, affirmant ici son droit de définir les principes structurants de sa propre collectivité. L'existence d'une conception québécoise de la citoyenneté, qui est distincte du reste du Canada, prouve que le Québec fonctionne, je l'ai dit, déjà comme une nation. Une nation, ce n'est pas simplement une entité juridique ou administrative. C'est une communauté politique, consciente d'elle-même, capable de se doter de règles qui reflètent cette identité collective. Or, en refusant de voir les individus sous le prisme racial, religieux et en défendant un modèle universaliste, républicain d'intégration, en affirmant la nécessité d'un État laïque, le Québec adopte des choix politiques qui ne sont pas ceux d'une simple province qui est soumise aux diktats d'un État fédéral, mais bien sûr d'un peuple qui se reconnaît une souveraineté culturelle et sociale. Ainsi, la résistance du Québec au multiculturalisme ne prouve pas seulement sa différence, elle atteste de son statut de nation. Une province administrative ne pourrait pas soutenir aussi fermement une vision politique opposée à celle de l'État central. Le fait que le Québec ait maintenu cette position, malgré les pressions constantes, témoigne, je crois, de la profondeur de son attachement à un modèle d'intégration fondé sur l'universalité du citoyen et non sur la segmentation identitaire. Je crois que le Québec est une anomalie au sein du Canada. C'est une nation qui, sans être pleinement souveraine politiquement, exerce malgré tout une autonomie réelle dans les définitions des principes qui régissent son vivre ensemble. Or, le Québec, à présent, se trouve face à son propre procès de Kafka, celui des contestataires de la loi 21 sur la laïcité de l'État. Cette loi qui ne fait qu'affirmer la neutralité religieuse des institutions publiques en interdisant, vous le savez, le port de signes religieux aux employés de l'État en position d'autorité, tels les enseignants, les juges, les policiers, fondée sur le principe que l'État doit être strictement laïque pour garantir l'égalité de tous les citoyens,
Cette loi vise à assurer une séparation claire entre les convictions personnelles et les fonctions publiques. Bien qu'elle ait suscité des controverses, notamment en raison de son impact supposé sur certaines minorités religieuses, elle reflète la volonté du Québec de persévérer et de conserver un espace public neutre et d'inscrire officiellement la laïcité comme pilier de son modèle d'intégration citoyenne. La contestation de la loi 21 peut être vue comme un geste nourri par un ressentiment similaire à celui qu'elle a donné naissance le racialisme. En effet, la réaction d'Ottawa n'est pas simplement une de défense de la liberté religieuse, mais elle témoigne d'un rejet profond d'une vision alternative de la citoyenneté qui, au Québec, reste ancrée, je crois, dans l'idée d'une nation dotée d'une identité propre. Or, le fédéralisme canadien, en s'éloignant progressivement de la notion de nation et en favorisant une approche multiculturaliste qui atomise les identités, donc on s'éloigne de l'universalisme, a fragilisé sa propre conception de l'unité nationale. Ce faisant, il a amorcé un processus de dilution des liens communautaires et des valeurs collectives au profit de principes individuels et de revendications identitaires dont nous ne sommes pas sortis. Le Québec, en revanche, a su maintenir une conception de la nation qui est cohérente, solide, fondée sur des principes républicains d'égalité, de laïcité et de citoyenneté universelle. Cette résistance du Québec à l'influence fédérale à travers la loi 21 est perçue par le gouvernement canadien comme une remise en question de son autorité, mais aussi comme un affront à son modèle fragmenté d'inclusion. Le ressentiment qui en découle est celui d'un État qui, ayant activement œuvré à saper sa propre cohésion nationale au profit du multiculturalisme, éprouve une sorte de frustration envers un autre État qui, lui, a su préserver une identité collective forte et affirmée. Le fédéralisme canadien, donc, se trouve, à mon avis, dans une situation paradoxale où il dénonce la laïcité québécoise comme une atteinte à l'inclusivité, tout en étant le premier responsable d'avoir miné sa propre unité nationale en multipliant les divisions identitaires. Autrement dit, qu'est-ce que ça peut bien signifier l'inclusivité dans un État post-national? On s'inclut dans quoi, au juste? Comme devant le racialisme et les divers accros à l'universalisme, le Québec fait face à son propre procès de Kafka. Le Québec, dans sa gestion d'identité collective, se trouve dans une situation comparable à celle de Joseph K. Quelle que soit la position qu'il adopte, il se trouve accablé par des accusations de racisme. Si le Québec affirme son identité propre, en la présentant comme le fondement nécessaire à la cohésion sociale et à l'intégration des autres, il est accusé de racisme, car il serait perçu comme exclusif et fermant la porte à la diversité. En revanche, si le Québec s'oppose à l'exclusivisme identitaire des nouveaux arrivants et défend la cohésion citoyenne en rejetant le multiculturalisme, il est encore une fois qualifié de raciste, car il serait accusé de nier les différences culturelles et de chercher l'uniformité et l'homogénéité. Donc, en rejetant la notion de nation, le fédéralisme canadien empêche l'émergence d'un véritable projet collectif et universel, et par la même prive les citoyens du Québec de la possibilité de se définir en dehors de la logique des divisions identitaires. Dans ce contexte, le Québec, en essayant de maintenir une vision républicaine et citoyenne de la nation, est injustement accusé de racisme, quand en réalité, c'est l'impossibilité d'une citoyenneté républicaine au sein d'un modèle multiculturaliste qui en est la véritable cause. Que faire? Le sophisme de la double contrainte imposée par le racialisme enferme celui qui est soumis dans une impasse où toute issue mène à l'échec. Quelle que soit sa réponse, il reste piégé.
Cette mécanique illustre l'absurdité du racialisme où, quoi qu'il fasse, l'accusé est voué à la défaite. Il est essentiel de sortir de cette impasse artificielle. Les options offertes par le racialisme ne constituent en rien une solution viable, car elles reposent exclusivement sur une segmentation de la société en groupes raciaux au lieu de s'appuyer sur une conception universelle et partagée de l'humanité telle que je l'ai montré dans mon exposé. La première réponse au sophisme de cette double contrainte consisterait, je crois, à réaffirmer que les iniquités sociales ne sont pas systémiques au sens d'un mécanisme inconscient et inévitable. Autrement dit, il est nécessaire de dépasser une lecture strictement raciale des inégalités, car celles-ci résultent de contextes historiques, sociaux, économiques précis qui peuvent être transformés. La race n'est qu'un facteur parmi d'autres, et Québec, je crois, elle ne constitue même pas l'élément principal. Il faut, secondo, se libérer de l'impasse imposée par le modèle canadien. Comme on l'a constaté, le multiculturalisme enferme les individus dans des catégories ethnoculturelles, empêchant ainsi l'émergence d'une vision cohérente du vivre ensemble. Entre, d'une part, l'inflexibilité de la Constitution et, d'autre part, l'inévitable évolution démographique. Rappelez-vous ce que disait Auguste Comte, la démographie, c'est le destin. Donc, l'inévitable évolution démographique, l'indépendance du Québec n'apparaît comme la seule voie permettant au peuple québécois de définir et de protéger sa propre conception de la citoyenneté. Elle permettrait au Québec de briser l'étau du multiculturalisme et du racialisme en affirmant une vision où la solidarité citoyenne prime sur les clivages identitaires. Chez Kafka, Joseph K., à la fin du roman, est exécuté, précisément parce qu'il a accepté de se plier aux règles de son procès. Son absence de révolte face à cette absurdité judiciaire a scellé son sort. Lui qui pourtant avait la force d'affronter le monde et d'y agir en son propre nom, ne laisse derrière lui, au moment de sa disparition, je cite Kafka, que la honte d'avoir vécu. Est-ce cela que nous voulons pour nous-mêmes? J'espère que la question sera tranchée rapidement. Je vous remercie de votre attention. Merci à tous et je prendrai les questions. J'espère que je vais bien entendre la chose. Voilà, la parole est à vous. Merci.